Bonjour à tous, je suis Damien Hélène, le rédacteur en chef d'Altarock. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous emmener sur le campus de la prestigieuse université de Berkeley en Californie pour rencontrer l'économiste Antoine Lévy. Diplômé du MIT, il est spécialiste des politiques publiques, de la finance et de l'économie numérique. Il s'est fait connaître par ses prises de position souvent tranchées et nourries par une solide expertise académique. Nous allons parler financement des retraites, le rôle du private equity dans un portefeuille patrimonial et la nécessité d'investir sur le temps long pour créer de la valeur. Bonjour Antoine. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir sur le campus de Berkeley. Vous êtes professeur associé dans cette prestigieuse université californienne. Tout d'abord, si on fait un focus sur les retraites, pourquoi le système de retraite par répartition, né dans l'après-guerre en Europe, finalement ne fonctionne plus? Le système par répartition est confronté à un choc démographique majeur, qui est l'arrivée à la retraite des générations du baby boom, qui sont très nombreuses, et donc la dégradation du ratio de cotisants par pensionné, qui fait que repose aujourd'hui sur les actifs le poids du paiement des retraites d'une génération très nombreuse, qui impose des taux de cotisation déraisonnables, très élevés, de l'ordre de 28% dans le système actuel en France, et qui eux-mêmes ne suffisent pas à payer le montant total des retraites, de l'ordre de 13 à 14% du PIB, ce qui impose un déficit global du système de retraite et des impôts par ailleurs qui portent encore une fois sur les actifs pour financer un taux de remplacement très élevé accordé à la génération aujourd'hui à la retraite. Alors pourquoi est-il fondamental de mettre en place des retraites par capitalisation et qu'est-ce que veut dire retraite par capitalisation? Alors, il y a deux raisons pour lesquelles il faut diversifier le modèle de financement avec un pilier par répartition de base et un pilier par capitalisation pour les niveaux plus élevés de retraite. La première raison, c'est que la capitalisation, qui consiste à investir les cotisations des actifs d'aujourd'hui dans les marchés financiers pour qu'ensuite le rendement de ces actifs soit ce qui sert à consommer à la retraite. La première raison, c'est que ça permet d'investir sur les marchés mondiaux et donc de diversifier le risque, de ne pas être seulement exposé à la croissance de l'économie française, mais aussi à la croissance de l'économie mondiale, qui en ce moment est évidemment plus dynamique dans les pays émergents ou dans d'autres zones géographiques que la seule Union européenne. Et la deuxième raison, c'est que la raison d'être du système par répartition, c'est d'assurer un niveau de vie minimal à la retraite, ce qu'on peut faire en ayant, comme les États-Unis ou comme l'Angleterre, un taux de remplacement assez élevé sur les bas salaires ou sur le premier étage du salaire, autour de, disons, jusqu'à 1500 euros, 2000 euros de salaire. Au-delà de ça, on peut imaginer que les gens ont la liberté de choisir à quel point ils veulent remplacer leur salaire à la retraite. Certains voudront consommer beaucoup plus pendant leur vie active, quitte à épargner moins et donc à avoir moins de ressources à la retraite. D'autres voudront épargner beaucoup pendant leur vie active pour avoir largement de quoi consommer plus à la retraite quand ils auront du temps libre. Et ça, c'est une question de choix personnel. Ce que le système par répartition impose, c'est un taux de remplacement et un taux d'épargne donc uniforme pour tous. Et ça, c'est clairement une perte de bien-être. Une fois encore, on peut imaginer le côté paternaliste du système par répartition utile pour remplacer les bas salaires, qui peut-être n'auraient pas la capacité d'épargne seule ou l'horizon nécessaire pour faire cet effort d'épargne par eux-mêmes. Mais une fois qu'on a remplacé, disons, les 1500 premiers euros de revenus, il y a très peu de justification économique pour ne pas laisser librement les gens décider de leur effort d'épargne. Alors quelles sont les vertus d'un système de retraite par capitalisation, à la fois pour les clients privés, mais aussi pour les États? D'abord, le système par capitalisation permet, comme je vous le disais, de moduler son effort d'épargne. Moduler son effort d'épargne entre ceux qui veulent consommer plus ou moins à la retraite, mais aussi au cours du cycle de vie. Parfois, on veut épargner un peu moins dans sa retraite quand on est un jeune actif et que, par exemple, on désire acheter sa résidence principale ou faire d'autres formes de consommation et d'investissement, et puis épargner un peu plus quand on a les moyens de le faire plus tard. Donc, le système par capitalisation permet cette modulation au cours du cycle de vie. Et puis, le système par capitalisation permet l'exposition à un portefeuille d'actifs beaucoup plus diversifié, une fois encore, que le système par répartition, qui est en fait en pratique une exposition à la croissance de la masse salariale en France, qui est un seul actif, lui-même assez risqué. Et donc, le système par capitalisation du point de vue du client, du point de vue de l'épargnant, permet une diversification du risque qui est assez essentielle. Du point de vue des États, ça leur permet de se concentrer sur l'objectif fondamental du système par répartition, qui est la lutte contre la pauvreté à la retraite, qui est une mission que les systèmes par répartition occidentaux ont relativement bien remplie,
La pauvreté à la retraite s'est effondrée. Il n'y a presque plus de pauvres retraités en France, alors qu'il y en avait énormément dans l'après-guerre et encore plus dans l'avant-guerre. Et donc, dans cette mesure-là, se concentrer sur la lutte contre la pauvreté avec un système équilibré, pilotable et simplifié, en laissant la liberté pour le reste aux gens d'investir et d'épargner comme ils le souhaitent pour leur retraite, c'est recentrer l'État sur sa mission fondamentale. Alors, les États peuvent-ils continuer à soutenir le niveau des pensions sans explosion de la dette publique? Non. Les pensions, en particulier en France, l'exemple de la France est caricatural, les pensions sont trop élevées. Aujourd'hui, le niveau de vie des retraités est supérieur à celui des actifs. Et si on prend en compte le fait que les retraités sont également les propriétaires très largement du patrimoine en France, en particulier du patrimoine immobilier, ils sont pour la plupart propriétaires de leur résidence principale, le niveau de vie, une fois inclus le bénéfice de cette propriété de la résidence principale, est très largement supérieur parmi les retraités par rapport aux actifs. Ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, les retraites sont une ponction sur le salaire d'actifs relativement pauvres qui vient alimenter l'épargne de retraités relativement riches. C'est un régime qui n'a pas de sens. Cette épargne, elle vient s'investir elle-même dans la dette publique qui est le fruit du déficit de financement du système de retraite. Donc on marche un peu sur la tête, on ponctionne les actifs et on emprunte aux retraités pour leur transférer des ressources qu'ils viennent épargner dans cette dette publique. Donc aujourd'hui, non, le niveau des pensions n'est pas soutenable financièrement. Il représente la première dépense de l'État. Il représente à peu près 14% du PIB. Il est appelé à augmenter au fur et à mesure que le vieillissement de la population s'accroît. Et donc, la seule solution pour faire peser une partie de l'ajustement sur les retraités actuels, et pas seulement sur les retraités futurs dans 20 ans, c'est de baisser les pensions. Alors, on peut le faire de manière douce, en ne les indexant pas sur l'inflation pendant quelques années. On peut le faire, comme on dû le faire un certain nombre de pays en crise, de manière plus brutale, en les ajustant d'un coup, de l'ordre de 5 à 10%. Un effort raisonnable pour que les retraités participent à l'effort de redressement des comptes publics, qui est dans l'ensemble d'à peu près 5 points de PIB, à la hauteur de leur part dans les revenus, ce serait de faire peser à peu près 1,5 point du PIB de l'ajustement sur les retraites, c'est-à-dire entre 35 et 45 milliards, plus proche de 45 milliards, ce qui veut dire en pratique une baisse du niveau des retraites à moyen terme de l'ordre de 10%. Pourquoi le sujet des retraites est-il si explosif en France en ce moment? Il est explosif parce que ça fait 2 gouvernements qui tombent sur la question des retraites. Le gouvernement Barnier, il faut se le rappeler, est tombé parce qu'il a refusé de reculer sur une mesure très limitée de désindexation partielle des retraites au-delà de 2 000 euros. C'est ce qui a conduit à sa censure, la première depuis très longtemps sous la Ve République. Et donc le fait que ce soit un tel enjeu budgétaire et financier fait qu'un gouvernement ne peut pas raisonnablement proposer de budget, d'ajustement, de redressement des comptes publics sans toucher aux retraites. Les retraités sont une forte influence politique, ils sont très nombreux à voter, ils participent plus à la vie démocratique en général, ils votent plus souvent, ils sont plus impliqués dans un certain nombre de réunions locales ou nationales dédiées à la politique. Et donc, le poids politique, l'influence politique des retraités fait que c'est un sujet très difficile à démêler, mais qu'il faudra nécessairement ajuster du fait du poids budgétaire que ça représente. Et alors, quels sont les pays leaders en matière de mise en place de retraite par capitalisation? Bon, on y est. Les États-Unis sont évidemment d'assez loin le pays dans lequel la part des retraites privées est la plus grande, alors avec d'autres petits pays, le Chili ou quelques autres. En Europe, plus près de nous, les Pays-Bas, la Suisse ont des piliers assez larges de fonds de pension par capitalisation, l'Angleterre dans une moindre mesure. Donc la plupart des pays ont 2 régimes, 2 piliers, un pilier de base par répartition, comme les États-Unis, ce qu'on appelle Social Security, et un pilier d'épargne par capitalisation, ce qu'on appelle parfois aux États-Unis les 401K, ou les 403B si vous êtes dans une université, les 457B, ça correspond à des articles du code fiscal américain. Ce sont simplement des comptes épargne, des plans épargne retraite. On en a un en France aussi, ça s'appelle le plan épargne retraite. Donc on a un régime par capitalisation. Le problème, c'est pas est-ce qu'il existe des outils ou des instruments de retraite par capitalisation. Le problème, c'est quelle capacité d'épargne reste aux ménages une fois payées leurs cotisations obligatoires par répartition. Or, aux États-Unis, le taux de participation
employeur plus employé à la retraite par répartition est autour de 12% des salaires, en dessous de 150 000 $. Là où en France, il est une fois encore autour de 28%. Donc, évidemment, il y a beaucoup moins de capacité d'épargne restante pour les Français. Les Américains, eux, la recommandation, c'est d'épargner autour de 15% de leur salaire. Donc, vous ajoutez les 12% du système public et les 15% d'épargne privée, vous arrivez à peu près à 27%, qui est ce qu'on a mis en France à 100% dans le régime public par répartition. Et donc, quel serait l'intérêt d'exporter finalement le système de retraite américain et comment le faire tout en s'adaptant aux spécificités européennes? L'intérêt, il est vraiment celui que j'ai déjà évoqué, d'intégrer un pilier par capitalisation, donc une modulation de l'effort d'épargne au niveau individuel, et puis cet effet de diversification des portefeuilles qui est assez important géographiquement et économiquement. Comment le faire? C'est pas si difficile. On a déjà les pièces du puzzle. On a déjà installé un plan épargne retraite qui est une copie conforme du 401k, c'est-à-dire que le plan épargne retraite fonctionne exactement de la même manière que le 401k américain. Vous avez une déduction d'impôt aujourd'hui quand vous versez sur votre plan épargne retraite, et les fonds s'accumulent, les plus-values sont pas taxées au cours du temps, mais le jour où vous retirez les fonds de votre plan épargne retraite à la retraite, alors vous êtes imposé à ce moment-là sur les retraites. C'est exactement le fonctionnement du 401k américain. Donc on a déjà le système américain en France. La question n'est pas vraiment les outils. Une fois encore, la question, c'est de libérer chez les actifs une capacité d'épargne en réduisant le poids des cotisations retraite par répartition. Et pour cela, la seule solution, c'est de réduire le poids des pensions qu'on paye aujourd'hui. On a les outils pour permettre aux gens de capitaliser. Simplement, les gens n'ont pas l'épargne disponible pour capitaliser parce qu'ils payent 28% de cotisation dans le système par répartition. Dans des pays où les retraites par répartition ne fonctionnent plus, quels conseils donneriez-vous aux habitants? Bon, je pense que la plupart des gens ne vont pas faire comme moi et s'expatrier. Je pense que c'est important de réfléchir à sa retraite, de la planifier sur le moyen terme, en prenant en compte le risque que les pensions soient plus faibles que ce qu'elles sont aujourd'hui, et que le taux de remplacement à la retraite future soit substantiellement réduit par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Donc il ne faut pas, quand on planifie sa retraite, imaginer qu'on aura le même taux de remplacement que les retraités actuels qui ont bénéficié d'une sorte de hold-up générationnel dont les prochaines générations ne bénéficieront pas. Donc la retraite doit être planifiée avec l'idée que la situation des boomers est exceptionnelle. Cette génération née dans les années 45 à 60 bénéficie de retraites très élevées. Ce ne sera pas le cas pour les actifs actuels et donc il faut diversifier son effort d'épargne autant que possible vers des actifs risqués, autant que possible vers des actifs de long terme qui fourniront un complément de revenus à la retraite. Et puis, il faut imaginer que autant que possible, on peut trouver des formes de salariat ou de rémunération qui sont moins soumises à cotisation par répartition. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui choisissent le statut d'auto-entrepreneur, par exemple, ou d'autres statuts en non-salarié qui leur permettent d'échapper un petit peu au poids des cotisations salariales et patronales. Alors, vous parliez des actifs alternatifs. Dans la mise en place de ces systèmes de retraite par capitalisation, en quoi finalement le private equity constitue un outil pour financer sa retraite ou son épargne sur le long terme? Je pense que le private equity, comme les actions cotées, comme d'autres formes d'investissement risqué, a sa place dans un portefeuille diversifié. Aujourd'hui, le principal effort doit être un effort d'éducation financière, de transparence financière. La plupart des gens, parce qu'ils n'ont pas l'occasion d'investir de manière indépendante pour leur retraite, savent assez peu à quoi correspond un portefeuille diversifié d'actifs, quel rendement on peut en attendre, quel risque on peut en attendre. Sur le long terme, les rendements du private equity sont tout à fait comparables à ceux des actifs cotés. Donc ça permet de s'exposer à des secteurs dans lesquels il y a moins d'entreprises cotées, notamment des plus jeunes entreprises, du venture capital, des entreprises de type PME, etc., qui sont moins disponibles sur les marchés cotés. Et donc ça permet de diversifier son exposition financière. Maintenant, une fois encore, ça a sa place dans un portefeuille diversifié d'actifs, à condition d'être très attentif aux frais et à l'ensemble des composants du rendement financier. Et quel rôle les politiques publiques devraient-elles jouer pour encourager l'investissement des particuliers dans le private equity? Une fois encore, je pense que le rôle des politiques publiques n'est pas d'encourager l'investissement
dans un actif ou un autre en particulier, le rôle des politiques publiques doit être d'encourager la transparence du rendement des différents portefeuilles, d'encourager la compétition sur les marchés des actifs et sur l'intermédiation financière, afin de limiter les frais au maximum, afin de présenter aux cotisants et aux épargnants des produits attractifs. Et donc le rôle des pouvoirs publics, c'est un rôle d'éducation financière, pour que les gens apprennent ce qu'est un risque, ce qu'est un rendement, ce qu'ils peuvent attendre de différentes classes d'actifs, et un rôle de lissage de la compétition, d'encouragement de la compétition, de la concurrence, pour ne pas faire d'anglicisme, pour s'assurer que les épargnants ont accès à des produits compétitifs au meilleur prix et avec le meilleur rendement possible. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure rapidement du 401(k). En parlant de private equity, Donald Trump envisage de signer un décret exécutif permettant aux fonds de retraite, donc 401(k), d'investir dans des fonds de private equity. Il y a actuellement 8 700 milliards de dollars investis via ces comptes. Que pensez-vous de cette décision? Je pense que si c'est une décision qui vise à libérer l'horizon d'investissement des fonds de 401(k) qui aujourd'hui seraient contraints, dans l'ensemble c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que aux États-Unis, ces fonds d'investissement sont gérés par des entités qui sont capables de fournir aux épargnants des produits extraordinairement compétitifs avec des frais extrêmement faibles et d'utiliser leurs économies d'échelle, leurs compétences, la taille de leurs actifs pour obtenir d'excellentes conditions de financement auprès dans les actifs dans lesquels ils investissent, que ce soit du private equity, du non-coté différent ou d'autres formes d'obligations d'entreprise ou d'actions. Et donc, je pense que ce qui compte, c'est de regarder comment le système américain fonctionne dans son ensemble. C'est un écosystème, le système d'épargne retraite, le système des fonds de pension. Ce qui fonctionne aux États-Unis, c'est d'avoir ces grands acteurs très productifs, très efficaces, qui proposent à l'épargnant des produits attractifs à faible frais. Dans ce contexte-là, évidemment, c'est important de leur permettre d'avoir accès à tout un horizon de produits d'investissement aussi variés que possible. Et quelle place joue le private equity dans la compétitivité d'un pays? Je pense que un certain nombre d'entreprises sont à des niveaux de taille tels qu'elles ont besoin d'investir plus, elles ont besoin de rationaliser leur effort d'investissement, mais elles sont trop petites pour avoir accès au marché coté dans leur ensemble, parce que très souvent, il y a des coûts fixes pour accéder au marché coté. Il faut passer par tout un effort, notamment de compliance avec la régulation, etc., qui est assez coûteux et qui n'a pas de sens à l'échelle d'une ETI ou voire d'une grosse PME. Et donc le private equity permet de rassembler un certain nombre de ces actifs dans des portefeuilles qui, eux, vont être gérés de manière professionnelle. Et donc, dans cette mesure-là, ça permet d'upgrader le niveau de compétence, le niveau d'investissement en capital de ces entreprises qui autrement n'auraient pas accès au marché de capitaux. Et donc, dans cette mesure-là, ça permet, quand ça fonctionne bien, et c'est le cas par exemple aux États-Unis, c'est le cas dans d'autres pays, ça permet de donner un accès au marché de capitaux à des entreprises qui, sans cela, seraient un peu contraintes dans leur capacité de financement. Je pense que le marché des capitaux américains est très fluide. Géographiquement, il est très libre entre États, il est très libre à l'échelle du pays dans son ensemble. Et cette fluidité de la circulation du capital est un des facteurs de la compétitivité américaine, notamment dans des secteurs d'avenir à fort besoin en capitaux. On peut penser à la biotech, on peut penser à la tech en général d'ailleurs. C'est vraiment dans ce domaine que l'Europe est en retard, dans cette libre circulation des capitaux. Et c'est ça qui fait qu'un certain nombre de grosses PME, de TI, voire de petites grandes entreprises européennes ont des difficultés dans leur accès au marché de capitaux, sont très dépendantes du financement bancaire en particulier. Et donc c'est là que le private equity pourrait jouer un rôle d'accélérateur de leur croissance et de leur investissement. Alors, en quoi le private equity permet de créer des champions mondiaux, finalement? C'est une fois encore cette idée de bénéficier des économies d'échelle dans l'accès au marché de capitaux. Quand vous regardez la manière dont fonctionne le private equity aux US, c'est souvent en rassemblant des actifs similaires mais dispersés, qui n'ont pas initialement la capacité d'investissement, la capacité de rationalisation de leurs activités que permet
cet effort d'économie d'échelle. Et donc, je pense que si vous voulez construire des champions, d'abord nationaux, ensuite européens, peut-être mondiaux, c'est important de leur donner cette capacité d'investissement sur le long terme. C'est important de leur permettre de euh, bénéficier des économies d'échelle associées à un marché commun. Et c'est là que le private equity a un rôle à jouer. Comment les différences culturelles finalement entre les États-Unis et l'Europe, notamment sur l'investissement, influencent-elles l'adoption du private equity? On parle d'éducation financière, de l'appétit au risque, par exemple. Oui, alors c'est assez intéressant de regarder les habitudes d'investissement des particuliers en France en particulier, en Europe en général. Elles sont très tournées vers des produits sans risque. Et il y a une très forte préférence pour des actifs zéro risque, garantis par l'État, le livret A, le PEL, l'assurance vie en fonds en euros. Et donc vous avez un certain nombre de ces actifs qui ont des rendements très faibles, parfois négatifs, certainement net de l'inflation négative sur le moyen terme, mais que les gens privilégient, c'est aussi vrai de l'immobilier, par exemple l'immobilier neuf, privilégient pour trois raisons. Des incitations fiscales très fortes à investir dans ces actifs sans risque, une culture, une aversion au risque plus forte dans l'appétence pour les produits financiers en Europe par rapport aux États-Unis, et puis je dirais, un manque de besoin d'utiliser son épargne. Parce que en France, en Europe, les systèmes d'assurance sociale sont tels que l'épargne n'est pas perçue comme un outil d'accumulation qui pourra être utile le jour où vous avez un coup dur, ou le jour où vous arrivez à la retraite, ou le jour où vous êtes au chômage, ou le jour où vous avez un problème de santé. Donc comme l'épargne n'est pas perçue comme un tel outil, il n'y a pas tellement de besoin d'optimiser son rendement. Dans des pays comme les États-Unis ou d'autres, l'épargne est beaucoup plus perçue comme cet outil d'accumulation et d'assurance contre les risques. Et donc, dans cette mesure-là, les gens sont beaucoup plus sensibles à l'importance d'obtenir des bons rendements, d'avoir des frais faibles, d'optimiser le couple rendement-risque. Et donc, je pense que ces différences, elles ne sont pas seulement culturelles, elles sont aussi institutionnelles, fiscales, réglementaires, mais elles jouent un rôle dans l'appétence différentielle des Européens et des Américains pour le risque. Pourquoi est-ce qu'il est finalement essentiel d'investir sur le long terme pour créer de la valeur? Parce que il y a une prime de risque. Si vous investissez sur le long terme, vous mettez votre argent à disposition d'investissements potentiellement plus risqués, mais aussi plus rentables. Si vous investissez sur le court terme, et c'est ce que font beaucoup de Français en investissant dans le livret A ou l'assurance vie en fonds en euros, vous prenez peu de risques, vous avez des fonds très liquides, très disponibles, mais en échange de cette absence de risque, vous avez aussi très peu de rendement. Et donc, si vous voulez être capable de faire des investissements, un investissement réel, ça se fait sur le long terme, ça exige une capacité de production qui prend du temps à construire, ça exige une construction d'un marché, d'une cible, etc. Ça prend du temps à construire. Donc, en échange du fait de mettre ces ressources à disposition sur le long terme, et ben vous avez un rendement bien plus attractif. Alors, pourquoi le private equity finalement surperforme les autres classes d'actifs sur la durée? Je pense que la mesure de la performance du private equity est difficile parce que le private equity n'est pas mark to market dans la plupart des cas, et donc vous avez une perception du risque qui n'est pas forcément celle du risque des actifs sous-jacents parce que les actifs ne sont mis à jour qu'irrégulièrement dans leur valeur. Donc je pense que la mesure de la performance est quelque chose de compliqué. Une fois encore, le bénéfice du private equity n'est pas forcément un bénéfice de performance, mais un bénéfice de diversification parce que vous vous exposez à des segments du marché, à des segments industriels, à des segments de l'économie qui ne sont pas disponibles sur les marchés cotés d'actions comme d'obligations. Et donc, je pense qu'il faut être très attentif à souligner que les bénéfices du private equity ne résident pas nécessairement dans une performance, un couple rendement-risque qui serait un rendement sans risque. Ça n'existe pas, des rendements sans risque. Il y a du rendement et il y a du risque. Il y a des rendements qui ont été assez élevés, notamment pendant la période, disons 2000-2020, qui ont été des rendements très forts, des taux de rendement interne très forts dans les fonds de private equity sur le moyen terme, mais associés à un vrai risque. Et c'est normal, le rendement, ça vient avec un risque. Mais pour moi, vraiment, le bénéfice du private equity dans un portefeuille diversifié, c'est de s'exposer à ces entreprises qui ne sont pas disponibles ou présentes sur les marchés cotés. Alors, la question de la liquidité est finalement un frein pour de nombreux investisseurs. Comment leur faire comprendre que finalement,
c'est pas un inconvénient, mais plutôt un atout? Je pense que, on a tous des biais comportementaux. On a, une tendance à regarder un peu souvent, comment se comportent nos investissements, notamment les investissements cotés et dans une certaine mesure, il peut y avoir une force, à l'absence de liquidité parce que ça permet d'éviter de prendre des décisions irrationnelles. On Mmh. sait que les investisseurs particuliers, par exemple, ont tendance à revendre dans des périodes de baisse des marchés cotés ou à acheter dans les périodes de hausse, ce qui n'est pas très rationnel. Il vaut mieux acheter quand c'est bas et vendre quand c'est haut que l'inverse. Mais les investisseurs ont tendance à beaucoup réagir euh, aux variations de marché à court terme, euh, parfois en payant des coûts de transaction élevés, parfois en payant des frais élevés. Et donc, l'absence de liquidité, dans une certaine mesure, peut contrecarrer ces biais comportementaux. Et ça, c'est vraiment une force. Et quel est votre point de vue sur la démocratisation du private equity? Je pense que ce qui compte, une fois encore, c'est l'éducation financière qui permet aux gens de comprendre ce qu'est un couple rendement-risque, qui permet aux gens de comprendre en quoi s'exposer à différentes classes d'actifs, dont le private equity euh, peut faire varier les rendements et l'attractivité de leur portefeuille sur le long terme. Et je pense que toute démocratisation, comme ça a été le cas aux États-Unis, passe par une professionnalisation du marché, une augmentation de la concurrence sur le marché qui permet de passer, de transmettre au consommateur final les économies permises par ces économies d'échelle. Vous avez aux États-Unis des fonds d'investissement, des fonds de pension qui fonctionnent avec des frais de 0,03% qui sont très compétitifs pour les épargnants. Mmh. En Europe, les intermédiaires, les gestionnaires d'actifs pratiquent des frais 10 à 100 fois supérieurs. Et pour moi, la démocratisation, ça passe d'abord par le fait de réduire massivement ces frais qui obèrent très largement le rendement sur le long terme. Alors, vous avez parlé de diversification d'actifs. Quelle devrait être la place du private equity dans un portefeuille patrimonial? Bon, je pense on a déjà évoqué ça. Elle a une place raisonnable. C'est difficile à quantifier en pourcentage d'un portefeuille patrimonial. Je pense qu'elle doit représenter plus ou moins, si on veut, une exposition complète Mmh. à l'économie dans son ensemble, une part représentative de ce qu'est l'ensemble des actifs du private equity dans l'ensemble des actifs industriels et économiques disponibles. Et donc, ça permet, si vous voulez, une exposition, une fois encore, aux secteurs, aux tailles d'entreprises qui sont disponibles dans le private equity mais qui ne le sont pas sur les marchés cotés. Ça ne veut pas dire que ça doit être une part énorme d'un portefeuille, mais ça doit être une part raisonnable qui représente, une fois encore, la même proportion, en théorie, que dans le portefeuille euh, de marché, c'est-à-dire l'économie dans son ensemble. Alors, dernière question, quel levier l'État pourrait-il mettre en œuvre pour orienter cette épargne sur des actifs productifs et de long terme? Je me répète un petit peu, mais les trois leviers possibles pour l'État. Le premier et le plus important, c'est de dégager une capacité d'épargne chez les actifs. C'est-à-dire qu'il faut réduire le poids des cotisations sociales du régime par répartition pour permettre de réorienter une part de ce qui est aujourd'hui des cotisations retraite qui vont vers le régime par répartition vers une épargne par capitalisation dans des actifs productifs et rentables à long terme. Donc il faut que l'État réduise le poids de ses cotisations, réduisent en parallèle le poids des pensions qu'elles financent pour permettre aux gens d'épargner dans des actifs de long terme. Une fois que c'est fait, il faut démocratiser et améliorer la concurrence sur le marché des gestionnaires d'actifs pour permettre aux épargnants de disposer de l'ensemble du rendement de leurs investissements et pas seulement d'une portion affaiblie par la présence de frais énormes, de frais de transaction, de frais de versement, de frais de retrait, de liquidité, etc., qui aujourd'hui obèrent le rendement. Et puis, le troisième point, c'est un effort d'éducation financière. L'État doit absolument contribuer à une éducation financière plus large de la population sur l'importance de mettre en relation risque et rendement et l'importance de prendre un risque de long terme pour être exposé à un rendement plus élevé à long terme dans le cadre de la préparation de son plan de retraite. Passionnant. Merci beaucoup, Antoine. Merci à vous.